Bienvenue à chacun et à tous à ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Au sommaire de ce 20h, les femmes bénéficiaires du projet Autonomisation économique de la femme et promotion du genre saluent les efforts du gouvernement. La ministre des Affaires sociales était avec le groupement du littoral qui ont manifesté leur satisfaction et exprimé leur gratitude. L'accès de tous à l'énergie électrique est aussi une priorité du gouvernement béninois. Plusieurs chantiers sont engagés à cet effet. Le ministre Jean-Claude Oussou est allé faire le constat de l'évolution des chantiers du département de Lomé-Plateau. Le parcours du CNHU depuis les indépendances à nos jours, c'est un magazine bilan des acquis que vous propose la rédaction du journal télévisé. Une façon de revisiter les différents secteurs de la société pour souligner les avancées après 59 ans d'indépendance. Bienvenue à chacun et à tous. Alassane Seydou évalue le niveau d'exécution des chantiers dans le zoo. Le ministre des Infrastructures et des Transports a effectué une descente sur les chantiers de construction des routes Agbanizou Abomey, Abomey Mounion, Mounion Djidja et Boykon Djidja. Théodore Gandjako et Sénan Libla pour le reportage. C'est une forte délégation composée des experts de l'entreprise en charge des travaux, des cadres de la Direction générale des infrastructures avec à sa tête le ministre des Infrastructures et des Transports lui-même. Après environ 2 heures d'inspection, le constat est patent. Le taux d'exécution des travaux n'est pas satisfaisant. Une situation qui est due à certaines difficultés rencontrées par l'entreprise en charge des travaux. Nous avons fait tout le parcours. Nous avons constaté ce qui a pu être fait pendant 16 mois. Puisque le délai contractuel est de 36 mois, les travaux évoluent. Nous avons vu une entreprise qui est bien installée, qui est sur le terrain, qui travaille. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a quelques difficultés liées particulièrement au déplacement des réseaux, surtout la SBE. Il y a des poteaux à déplacer pour permettre à l'entreprise d'accélérer les travaux. En ce qui concerne la réalisation, le taux est relativement faible. Mais si nous réglons ce problème de la SBE, nous pensons que les choses iront plus vite. Donc dans la semaine à venir, nous allons tout faire pour que les poteaux soient déplacés le plus rapidement possible. Par la même occasion, le ministre a remercié les populations de ces différentes localités qui ne se sont pas fait prier pour rendre la tâche facile aux ingénieurs sur le terrain. Nous allons régulièrement revenir ici pour que le reste des travaux se réalise le plus rapidement possible. Parce que c'est un ouvrage qui est attendu par les populations et je crois que je dois pouvoir saisir cette occasion pour remercier les populations qui ont adhéré au projet et qui ont facilité la tâche à l'administration et à l'entreprise. Il est à noter que malgré les difficultés rencontrées, le délai contractuel de livraison du chantier qui est de 36 mois sera respecté. Visite de chantier aussi avec le préfet du département de la Donga. Il était en visite ce mardi sur les chantiers de construction de la route Djougou-Bassila-Dassa. L'objectif de cette visite était de s'enquérir du niveau d'avancement des travaux et de recenser les difficultés rencontrées par les riverains. Modeste Dompégan, Calvador Aron. La base du chantier de construction de la route inter-État Djougou-Bassila-Dassa a été la première escale de ce périple. Sur ces lieux, le préfet de la Donga a fait le point avec le chef de la mission de contrôle du projet du niveau d'avancement des travaux. Les travaux ont commencé fortement du côté de Savalou. Il y a eu d'abord l'installation de la centrale d'Enrobé à Savalou, l'installation de la centrale de concassage à Pataba, qui est très proche de Savalou. Donc la deuxième centrale a pris un peu de retard. Donc c'était une centrale neuve que l'entreprise a amenée. Et cette centrale neuve-là, elle a duré en stock et il y a eu des dégâts sur beaucoup de fileries. Actuellement, ils sont là-dessus et dès demain ou après-demain, les premières productions vont sortir. Ce qui a fait que le noir a beaucoup traîné de ce côté. Puisque sur ce côté, vous allez constater que toute la route n'a pas été travaillée parce que le tronçon entre Dassa et Djougou était en 2 parties et jusqu'à disons Prékété, l'état de la route était très dégradé. Mais de Prékété à Djougou, l'état était acceptable. Donc ce qui a fait que nous allons faire en certains endroits des réparations. Et là où les dégradations sont énormes, c'est là où on a changé le sol ciment. Donc pratiquement, le sol ciment est complètement terminé.
Et c'est le départ de toute une journée de visite de chantier. Objectif, recenser l'ensemble des difficultés liées à l'exécution de ces travaux dans la Donga. La bretelle Basila Manigri a particulièrement retenu l'attention du préfet et de sa délégation. Ici, de nombreux désagréments ont été enregistrés par les riverains dans le cadre de ce projet. Il s'agit entre autres des nuisances liées à l'absence de canaux de drainage des eaux pluviales et des difficultés d'accès au domicile. Mais le chargé de la mission de contrôle a rassuré les uns et les autres. Et par rapport aux aménagements que nous avons prévus au niveau de ce Dalo, il y aura une contre-allée le long de la voie. Et au niveau du Dalo même, nous allons faire un grand collecteur qui va jeter les eaux dans la rivière devant. Et à la traversée du Dalo, là, on va mettre un petit ponceau pour permettre à la population de passer. Les autres défis sont relatifs au déplacement du réseau électrique et des canalisations de la SONEB. Au terme de la tournée, le préfet de la Donga s'est dit optimiste quant à l'aboutissement heureux du projet. On a constaté avec bonheur que les travaux avancent et que d'ici à là, on sera libéré des difficultés liées à la traversée de Basila à Djougou. Ces travaux ont été lancés le vendredi 4 août 2017 à Savalou. Ils s'étendent sur un linéaire de 280 km pour un coût global de 162 milliards de francs CFA. Une autre visite de chantier routier, mais cette fois-ci, c'est avec une délégation de la Direction générale des infrastructures. Elle était ce mercredi sur les chantiers d'aménagement et de bitumage de plusieurs axes routiers dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Il s'agit notamment des axes Porto Novo, Apro Misérité, puis Misérité Koubé et frontières du Nigeria. Guillaume Avienou, Brice Rongbo pour les détails. La base de vie de l'entreprise de BTP Ofmas International à Porto Novo accueille en début de matinée de ce mercredi une délégation de la Direction générale des infrastructures. La délégation conduite par le directeur général de la structure en personne vient visiter les chantiers des travaux d'aménagement et de bitumage des routes Porto Novo, Misrété dans l'Ouémé, puis Pobé Adjawere Wenchi et Pobé, frontière du Nigeria, dans le département du Plateau. Première escale de la délégation, l'axe Porto Novo Accro Misrété, un tronçon de plus de 12 km à aménager en 2x2 voies sur lequel les ouvrages d'assainissement sont achevés selon la mission de contrôle à plus de 92%, sauf sur 2 km où le taux d'exécution des 10 ouvrages est à 42%, et cela en raison de la forte urbanisation de l'environnement. Une forte urbanisation qui oblige l'entreprise en charge des travaux à faire face à de sérieux problèmes de sécurisation et de signalisation malgré des progrès dans le respect des délais contractuels. Selon le point que la mission Condor m'a fait, ils sont globalement à 65% sur les 65% pour un délai consommé de 72%. Donc il y a un retard de l'ordre de 6%. Mais je précise que ce retard-là est compréhensible. Nous le comprenons parce que nous aussi, nous n'avons pas fait tout ce que nous devons faire en temps réel. Donc ce retard-là, nous l'assumons tous ensemble, tout en ayant confiance en l'entreprise de pouvoir le résorber dans le délai. Des taux globalement satisfaisants, même si l'entreprise semble lambiner sur la section Accro Misrété Pobé, la deuxième étape du périple de la délégation. Un ralentissement dû à des problèmes de mobilisation de matériel et de personnel, mais surtout de la libération des documents contractuels, notamment les points d'exécution. Au passage, il est reproché à la mission de contrôle de se montrer complaisante. Ces instructions doivent être suivies par l'entreprise. Si l'entreprise n'est pas d'accord, elle se réfère à moi. Mais elle n'a pas le droit de s'opposer aux instructions de la mission de contrôle. Si vous vous résignez, si vous vous laissez supplanter par l'entreprise, nous serons obligés de chercher quelqu'un qui pourra faire face à l'entreprise. Au terme de la visite, la délégation déclare être restée un peu sur sa faim et demande à l'entreprise en charge des chantiers de faire diligence. Il faut qu'ils aillent à l'école des entreprises organisées. Et c'est notre souhait, c'est le souhait du gouvernement d'avoir aussi au Bénin des entreprises
qui travaillent sans trop perturber le cours normal de la vie des usagers. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Il y a un faux pas, nous sommes venus sonner l'alerte. J'espère que dans une semaine, comme ils l'ont dit, ils vont se remettre sur le bon chemin. Sinon, nous n'hésiterons pas à ne plus leur faire confiance. La délégation a finalement convenu avec la mission de contrôle et l'entreprise Ofmas International d'un délai d'une semaine à compter de ce mercredi pour régler définitivement les problèmes de sécurisation et de signalisation qui se posent sur les chantiers, en l'occurrence sur l'axe Porto Novo à Promistrete, dont les travaux sont quasiment achevés, afin de permettre aux habitants de la capitale du Bénin et de ses environs de fêter le 59e anniversaire de l'accession du pays à l'indépendance dans la sérénité. Mais il n'y a pas que des chantiers de route. Depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon fait de l'accès de tous à l'électricité une priorité. Dans cette perspective, des travaux d'électrification sont entrepris dans plusieurs localités. Et c'est l'Agence nationale pour l'électrification rurale qui se charge de la réalisation des dits travaux. Dans les départements de Lomé et du Plateau, des chantiers sont également ouverts. Donna Jean-Claude Oussou a entamé depuis ce jeudi une visite constat sur le niveau d'avancement des travaux. Blaise Adankpo, Ramatoula Wani nous en disent plus. Comment évoluent les travaux d'électrification par raccordement au réseau de la SBE dans les départements de Lomé et du Plateau? C'est pour s'en rendre compte que le patron de l'énergie au Bénin mène un marathon. Première localité visitée, Bakpodi dans la commune de Semekpodi. Ici, c'est la ferveur qui caractérise la population à l'arrivée de Donna Jean-Claude Oussou. Par ma voix, je voudrais que vous portiez jusqu'au chef d'État, à haute autorité, nos sincères remerciements. Les remerciements des populations de ma commune. Et donc, revenez pour vous remercier aussi. J'ai déjà dit l'AREA qui vous caractérise. Nous avons en cours de réalisation actuellement, nous aurons 1 km de réseau HTA. Nous allons donc prolonger l'existant, mais pour pouvoir desservir toute la population, on a prévu 3 km 100 de réseau basse tension, avec un transformateur de 100 kVA et 10 lampadaires. D'ici fin octobre 2019, nous devons revenir ici pour pouvoir mettre en service cet ouvrage pour la joie des populations. Je tiens vraiment à vous remercier et à vous donner rendez-vous la prochaine fois à la fin des travaux où avec joie et ferveur, nous allons inaugurer ensemble. Même si nous n'avons pas posé de première pierre, ce n'est plus la marque de fabrique de la maison. À Adjara-Wegbo, dans la commune d'Adjara, les travaux d'électrification évoluent à pas de géant. Très bientôt, la population sera alimentée au courant électrique. L'énergie électrique fait partie aujourd'hui des besoins les plus importants de la population. Et le président, il est en train de remuer ciel et terre pour que les populations puissent avoir satisfaction sur tous les plans. Nous lui disons merci. Actuellement, vous voyez, tous les poteaux sont implantés. Le réseau basse tension est complètement achevé. Donc, il ne reste que la pose du transformateur et de l'interrupteur aérien pour pouvoir raccorder ce village. Et donc, nous sommes aujourd'hui ici à un taux de 75% déjà réalisé. Patrice Talon. Cap est mis sur Hueda Commun, localité de la commune d'Avrancourt, pour le lancement des travaux d'électrification. Les poteaux sont déjà sur place. 80%, c'est le taux d'exécution des travaux à Alawa, un autre village de la commune d'Avrancourt. J'ai 10 lampadaires qui vont être également posés à travers ces réseaux basse tension pour pouvoir desservir en tout cas l'éclairage public. Le taux d'exécution actuellement est de 80%. Ils doivent poser l'acte de chercher à prendre les compteurs électriques pour que le chef de l'État sache vraiment qu'ils ont besoin d'avoir l'éclairage dans leur milieu. Et je remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire. Dans les 3 grandes communes qu'on a
desservis aujourd'hui déjà, c'est-à-dire Semekodji, c'est-à-dire à Djara, c'est-à-dire à Vankou, où nous sommes présentement. Je vois que les travaux avancent bien. À chacune des étapes, Dona Jean-Claude Oussou informe les populations sur la volonté du gouvernement de laisser place aux actions. À la fin de ces travaux, je prie la population de faire en sorte de protéger ces installations pour qu'elles puissent en jouir le plus longtemps possible. Et aussi le fait que cette promotion accordée par le chef de l'État pour les compteurs, c'est-à-dire réduit de moitié, puisse effectivement être un élément catalyseur pour permettre donc à la population de massivement accéder donc à l'électricité. Après le département de l'Ouémé, ce sera le tour du plateau. À l'agenda de Dona Jean-Claude Oussou, les localités d'Araromi et d'Ikpedjile. Autre projet d'importance capitale pour le gouvernement, l'autonomisation économique des femmes et la promotion du genre. Dans le département du littoral, 3 groupements de femmes ont reçu la visite du ministre en charge des Affaires sociales et de la microfinance. Bintou Adam Taro est allé constater les conditions de travail et de l'usage que font ces femmes des équipements gracieusement mis à leur disposition par le gouvernement. Équipements offerts dans le cadre du projet d'autonomisation économique et de promotion de genre. Enoch Rompati et Petroni Lokoso. Bintou Tchabi Adam Taro descend dans les 10e et 12e arrondissements de Cotonou. L'autorité ministérielle vient pour galvaniser ces braves femmes qui s'illustrent dans la transformation des produits locaux. Ici, l'association Azognon transforme les noix de cajou. Un travail de chaîne purement artisanal qui nécessite encore beaucoup de moyens de production, malgré l'appui en équipement du gouvernement. Ils nous ont donné plusieurs équipements. Des poêles, des écumoires, des plateaux. Cependant, nous demandons davantage l'appui du gouvernement. La volonté du président Talon, c'est d'accompagner les braves femmes, celles qui savent entreprendre. Tout comme à Zognon, l'association Yemalin Dagla transforme aussi les produits Made in Benin en tenant compte des besoins du marché. Nous faisons des biscuits à muscle à base de blé. Nous faisons aussi asrokui, tapioca et farine de maïs aussi. Ici comme ailleurs, les problèmes demeurent les mêmes. L'insuffisance de matériel de travail, de locaux et de marchés d'écoulement. On est en train de faire un clin d'œil à notre cher président Patrice Talon pour nous appuyer plus en équipement pour aller sur le marché d'écoulement. Des problèmes auxquels l'autorité entend apporter des réponses grâce au gouvernement si les femmes travaillent à donner le meilleur d'elles-mêmes. Toute femme qui croise les bras n'aura aucun appui du gouvernement. Mais toutes les femmes qui se battent pour aller de l'avant seront accompagnées. C'est le credo du gouvernement, de son Excellence Patrice Talon. Et je vous encourage à aller dans ce sens. Ne vous attendez pas à ce qu'on vienne vous donner de l'argent pour aller acheter des pagnes. On vous donnera des moyens pour mener des activités génératrices de revenus. On vous accompagnera en équipement pour améliorer le travail que vous faites. On peut quand même déjà féliciter ces femmes avec ces moyens. Et je crois qu'il va falloir maintenant les accompagner davantage, déjà pour régler le problème d'emplacement, tant qu'elles seront donc dans la dynamique de s'affranchir donc de la pauvreté. Je crois qu'elles peuvent compter sur le gouvernement de son Excellence Patrice Talon. Dans le 12e arrondissement, dernière étape de cette visite, l'association SICA de Bodjetin est aussi un modèle de réussite dans l'autonomisation des femmes. Faites en sorte que ce qu'on vous a donné soit utile, que vous puissiez utiliser ça correctement. Si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose spécialement, vous pouvez toujours faire part. On va prendre la liste et on va satisfaire un peu. On dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ces 3 associations de femmes, de par leurs efforts quotidiens, apportent une plus-value à l'économie nationale.
La jeunesse excellence du Bénin a lancé la première édition de ses activités éducatives et sportives pour mettre en valeur le travail du gouvernement. Et c'est dans le cadre de l'amélioration de l'éducation de la jeunesse béninoise. Plus de détails dans ce reportage. Qualité de l'éducation morale citoyenne anglaise de la jeunesse béninoise. C'est à travers une mini-conférence que la jeunesse excellente du Bénin, JEB, a réuni la population cotonoise. Une initiative qui vise à éduquer la jeunesse béninoise sur le civisme, la morale et la bonne citoyenneté. L'organisation de cet événement répond à un double impératif, celui de renforcer davantage l'éducation de la jeunesse béninoise et de favoriser l'épanouissement et l'augmentation des sphères de la pratique de la langue anglaise au Bénin. Nous attendons à améliorer davantage le respect de la personne humaine et des biens publics, le respect des droits de l'homme, le respect des droits de la femme et de l'enfant. Un tournoi de football de petits camps est organisé ici sur le terrain de Bénigan à Godomé pour renforcer la qualité de l'éducation morale au sein de la jeunesse béninoise. C'est donc parti pour un mois de spectacle footballistique tout au long de cette compétition de la première édition du tournoi Jeunesse Excellente du Bénin. Et puisqu'on parle d'éducation, les coordinations du parti Mouel Bénin Mouvement, les élites pour l'émancipation du Bénin section États-Unis, ont échangé ce jeudi à Cotonou avec leurs militants à la base de ce parti. Il s'agit de faire le point des actions entreprises depuis quelques mois et partager l'expérience américaine en matière de politique. Vous aurez le reportage de Gilles Dansou et Petroni Lokosso dans nos prochaines éditions. Un colloque international de 3 jours s'est ouvert à Cotonou les 23, 24 et 25 juillet dernier. Il s'agit du deuxième colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Il a pour thème les défis de l'approche par compétences en Afrique à l'ère du numérique et la question de l'adéquation formation-emploi. C'est une initiative de l'Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Christelle Tongodo pour le reportage. Que peuvent les enseignants pour relever le défi d'un enseignement, apprentissage et évaluation conforme à l'APC dans nos pays où les financements de l'éducation s'amenuisent tous les jours et au moment où la population scolarisable s'accroît? Comme une équation à plusieurs inconnus, la question semble finalement avoir trouvé des éléments de réponse. L'une d'elles résiderait dans l'utilisation du numérique pour rénover le système éducatif en Afrique, aujourd'hui en souffrance. Le numérique doit pouvoir être un atout, en ce sens que les enseignants pourront l'utiliser, notamment pour partager des ressources et activités pouvant les aider à mettre en place une pédagogie active. De communication en communication et de table ronde en table ronde, ces experts en éducation disent vouloir améliorer la mise en œuvre de l'approche par compétences en Afrique et au-delà, sous le leadership de l'AIPDP, Association pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Ces différents pays ont réfléchi sur les mots qui minent le système éducatif béninois et africain. Des approches de solutions ont été émises et des recommandations faites. Nous voudrions croire que cette rencontre internationale servira à redynamiser le système éducatif africain pour des résultats plus probants. Rappelons-le, ce colloque s'articulait autour de 4 axes. Le premier axe consistait à mener des réflexions autour des pratiques d'enseignement selon l'approche par compétences et l'innovation dans l'évaluation des apprentissages, avec notamment un regard croisé sur le contexte africain et nord-américain. Au niveau du deuxième axe, il était question de l'adéquation formation-emploi avec apport du numérique dans le développement des compétences en Afrique. Au niveau du troisième axe, nous avons abordé la question du bien-être psychologique au travail, indicateur de performance, dimension essentielle du développement professionnel et source d'épanouissement au travail. Pour finir, avec le quatrième axe, nous avons touché et abordé en profondeur la place des objectifs de développement durable, appelés ODD,
dans les curricula, clarification conceptuelle et stratégie d'intégration. 3 jours d'échange pour repenser l'éducation au Bénin et en Afrique avec à l'appui des recommandations. Les échanges vont se poursuivre à Libreville au Gabon en juillet 2020 où va se tenir la 3e édition de ce colloque international sur l'éducation. Le journal Éducation a organisé ce jeudi sa rencontre intergénérationnelle des médias autour du thème « Rôle des médias dans la consolidation des acquis démocratiques ». C'est un rendez-vous qui permet aux jeunes professionnels des médias et autres d'apprendre des parcours professionnels des anciens. La rencontre s'est déroulée à la Maison des médias Thomas Mayassan à Cotonou. Reportage. Acte 5 des RIM, rencontre intergénérationnelle des médias. Elle reçoit une dame de fer, Michel Akambadarou. Celle qui se présente ici à la jeune génération aura marqué son temps pour avoir occupé plusieurs postes de responsabilité à l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, et au sein des organismes internationaux. On dit souvent qu'à l'ORTB, c'est des coups bas, c'est difficile. Qu'est-ce que vous avez vécu à l'intérieur de cette maison? Disons qu'il n'y a pas une singularité dans tout groupe social. Il y a des personnes qui sont positives et il y a des personnes qui sont négatives. Donc, moi, le sachant, il faut connaître la nature humaine, je n'ai pas eu de problème à évoluer dans ce milieu à partir du moment où je connaissais mon métier. Parce que je crois que c'est important aussi pour s'imposer naturellement sans avoir à recourir à quelque force que ce soit. Michel Akambadarou totalise plusieurs années d'expérience qu'elle partage aujourd'hui avec la nouvelle génération à travers le thème « Rôle des médias dans la consolidation des acquis démocratiques ». Ce qu'on appelle les fake news, c'est de la désinformation. Ça, on ne peut pas s'empêcher d'assister à cela. Ça va se passer comme ça. Mais de l'autre côté, il doit avoir cette presse de qualité qui continue à faire son travail. Des valeurs dans la presse nationale, il y en a eu hier et aujourd'hui. N'empêche que la corporation doit être réorganisée. Si on veut des médias forts, c'est qu'on veut des médias indépendants, c'est qu'on veut des médias responsables. Le dirigeant qui en appelle à l'avènement de tels médias, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas celui qui se soucie seulement de savoir qu'est-ce qu'on dit de bien de moi dans la presse. Les RIM sont une initiative du journal Éducation, journal spécialisé dans les questions éducatives. Ces échanges-là, ces rencontres avec des élèves de la profession, je pense que vous devez profiter de ça pour essayer de comprendre la profession dans laquelle vous êtes là. C'est quel genre de profession? Qu'est-ce que vous faites? Si l'on choisit par vocation, ou même si c'est plus tard que la vocation arrive, s'il décide de rester dedans, il faut qu'il cherche à se construire une réputation professionnelle. Michel Akambadarou est aujourd'hui responsable à la communication au sein d'une organisation internationale. Les jeunes ici présents ont pris le pari de s'inspirer de son parcours professionnel pour une presse libre, crédible et responsable. La première pierre du plus grand hôpital de référence du Bénin a été posée en 1958, 2 ans avant l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Le CNHU, Centre national hospitalier universitaire, a été mis en fonction et s'est aussi agrandi. Et dans ce magazine, des anciens responsables de cette maison de soins de santé reviennent sur le parcours. Angela Pedja et Louis Koudogbo nous font revivre donc l'histoire du CNHU à la faveur de la commémoration dans quelques jours du 59e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Ce spectacle est celui d'il y a encore 3 ans à l'entrée principale du Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou. Créé en 1958, l'hôpital a été mis en service seulement en 1962. À l'époque, en 1962, donc, on l'appelait l'hôpital de Cotonou, l'hôpital Hubert Maga. Et certains l'appelaient aussi l'hôpital 350 lits. Et 350 lits parce que dans le temps, la ville de Cotonou comptait 300 000 personnes.
Et ce qui fait que les 350 lits correspondent à peu près à un lit pour 1000 personnes, plus 50 lits de bonus. Il faut attendre 1971 pour que le caractère universitaire de l'hôpital rentre dans les annales. Il est alors appelé CNHU, Centre national hospitalier et universitaire. Avec la Révolution en 1972, tout bascule. Un colonel noir des armées prend les rênes de cette formation sanitaire. Il y avait Costet, le capitaine Costet, c'est un blanc. Après, il y a Fagla qui l'a relevé. Et moi, ici, rentré en 113. Et comme on a voulu changer, on m'a mis. En 1975, le CNHU connaissait donc déjà des problèmes de fonctionnement. Les ressources financières manquaient et il fallait aussi l'agrandir. Je voulais que le CNHU là, puisse fonctionner comme dans un hôpital des pays développés. C'est à ce titre qu'on a créé la CUGO. La CUGO est créée en mon temps. On a fait un prêt de 900 et quelques millions à la BBD avec Baba Moussa et compagnie. Et parce qu'on voulait que ça fonctionne comme ce qu'on a vu, ce que tous nos chefs là, ont vu, ce qu'ils ont vu dans les pays développés, où le malade vient, il se couche, on le soigne et il rentre. Mais il remplit, quelqu'un prend en charge son soin. Mais ça n'a pas marché. Bon an, mal an, l'hôpital s'est tout de même développé jusqu'en 1990 avec l'avènement d'un autre directeur à sa tête. 2 ans après mon arrivée, il y a eu la convention signée pour réhabiliter le CNHU. On a réhabilité, il y avait première phase, c'est le circuit électrique et la construction du pavillon de réanimation, construction du bloc administratif qui n'était pas ce qui est là aujourd'hui, et le pavillon d'hématologie et la réanimation. Voilà la chance que j'ai eue, j'ai assisté à ça. C'est ainsi que le CNHU, en tant qu'hôpital pavillonnaire, s'est étendu au fil des années. En 2004, un nouveau locataire arrive à la direction dans un contexte d'insatisfaction des usagers et de baisse drastique du recouvrement des redevances de l'État. J'ai pris service là également dans un contexte de réforme du système de santé au niveau de la pyramide sanitaire et avec création des hôpitaux de zone qui fonctionnaient et dont le fonctionnement avait un impact sur celui du CNHU. Parce que la plupart des malades graves et compliqués étaient référés sur notre centre qui était le dernier recours. La recherche de nouveaux partenaires financiers a marqué les années qui ont suivi. Entre autres, la Loterie nationale, la BOA, le club Rotary ont contribué à son extension. En résumé, l'hôpital, on ne peut pas dire qu'on est vraiment indépendant encore. Il faut qu'on fasse vraiment d'efforts pour être suffisamment indépendant et de manière à améliorer notre système de santé. Il y a un programme en cours, le programme de l'AH, qui va assurer la couverture sanitaire universelle. Nous y croyons fermement. Et l'équipement surtout de cet hôpital, parce qu'il y a de potentiel humain dans l'hôpital. Aujourd'hui encore, le Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou est en chantier pour accueillir d'autres infrastructures et des équipements. Des réformes sont aussi en cours pour satisfaire les usagers. Mais avec ses 57 ans d'âge, ce patrimoine commun reste toujours en souffrance.
Et dans le cadre de la tenue des festivités de l'anniversaire de l'indépendance du Bénin, la circulation de Cotonou va connaître des bouleversements du 27 juillet au 1er août prochain. Le nouveau plan a été dévoilé lors d'une conférence de presse tenue par le comité de pilotage des festivités marquant donc les 59 ans d'indépendance du Bénin. Rachidat Biomoman et Ernest Tétégou pour le compte-rendu. Ce samedi, la circulation sera limitée dans la ville de Cotonou. Plusieurs artères seront interdites d'accès aux usagers de la route. Le 1er août oblige. Le boulevard des Armées, et plus précisément le tronçon Carrefour Inafrica, en passant par le carrefour Prison Civile, carrefour Kossi, la place de l'Étoile Rouge et le carrefour Agonticon, sera le l'as ou l'artère la plus importante qui sera fermée à la circulation pendant cette période. Également interdit à la circulation les tronçons Enéamou-Bégamé, carrefour Kossi. En revanche, certaines voies sont autorisées. Les usagers quittant Calavi, Godomé et environ pour le centre-ville doivent suivre les consignes suivantes. Ils ont deux possibilités. La première, soit de passer par le carrefour Agonticon, à partir du carrefour Sika-Teota, pour rallier le carrefour Saint-Rita. De cette position, ils peuvent continuer jusqu'au carrefour Vodafone, ou bien, toujours à partir de cette station Saint-Rita, prendre part devant la mairie de Cotonou, tomber sur le carrefour Marina et rentrer dans Maro Militaire. Pour allier Akwakwa et ses environs, les usagers pourront à partir du carrefour Notre-Dame faire l'itinéraire, direction générale de la police républicaine, carrefour 3 banques, place du souvenir, échangeur de Roiro, Sika Toyota. Tout ceci devra se faire dans le respect strict de certaines règles de sécurité, entre autres, éviter de foncer les barrages, tenir rigoureusement compte du nouveau plan de circulation pour la réussite des activités du 1er août qui se présente comme suit. Il y a la retraite au flambeau, elle aura lieu le 31 juillet. On aura deux types de défilés. Il y a le défilé pédestre, ensuite le défilé motorisé. Et pour ces deux types de défilés, la durée maximale prévue sera de 90 minutes. Le niveau de préparation est maximal. Pas de match ni de nuit de l'indépendance cette année. Le boulevard des Armées accueillera ainsi son dernier 1er août. Celui de Erevan lui succédera les années à venir. Et voyons à présent ce rendez-vous désormais annuel, la foire de l'indépendance du Bénin. Elle nous ouvre encore ses portes à quelques jours de la célébration de l'accession du pays à la souveraineté nationale et internationale. Plusieurs produits vous y attendent pour vos différents besoins. Et cette grande foire a été lancée le mardi dernier en présence du directeur général de la pièce et de plusieurs ministres du gouvernement. Lénaïk Agbazaou, Igor Ayoso. Voilà qui lance officiellement la foire de l'indépendance du Bénin, édition 2019. Ici, sur l'esplanade du Stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Divers produits et services sont mis en valeur par des exposants nationaux et étrangers. C'est un creuset du brassage entre acteurs économiques d'ici et d'ailleurs pour une intensification des investissements au Bénin et une exportation plus accrue des produits made in Benin. Ce marché circonstanciel est ouvert sous la coupole de l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES, avec le soutien du ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette manifestation participe de la promotion des exportations et des investissements, de la dynamisation des échanges commerciaux, du renforcement de l'intégration commerciale régionale et internationale. Notre volonté, c'est de faire en sorte que beaucoup de nos artisans, de nos PME puissent produire ici localement pour faire connaître à nos concitoyens la qualité des produits que nous avons chez nous, de manière à ce que la consommation puisse augmenter, mais non pas la consommation sur les produits qui sont importés, mais les produits qui sont fabriqués dans notre pays. L'objectif visé par cette foire est de contribuer à la croissance économique de notre pays par l'amélioration du climat des affaires qui constitue
l'un des piliers fondamentaux du programme d'action du gouvernement, le Bénin révélé. Se déroulant sur le territoire de la municipalité de Cotonou, c'est à juste titre que l'administration communale est une partenaire de cette foire. Cette manifestation porte un aspect culturel et festif à travers l'engouement et le décor qui annonce l'anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie. La foire, elle est internationale, mais on va la rendre encore plus internationale l'année prochaine. Nous ferons en sorte que la qualité des exposants, la qualité en fait des équipements, la qualité du matériel soit au niveau de ce que nous voulons pour notre pays. Nous allons sensiblement, mais radicalement changer en fait la foire du Bénin. Plusieurs ministres du gouvernement ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Les stands de la foire de l'indépendance du Bénin sont ouverts jusqu'au 4 août 2019. Et c'est sur cette invite à découvrir la foire de l'indépendance du Bénin que s'achève ce 20h. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi.